Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 29 novembre. Au sommaire aujourd'hui, nous recevons l'association Le Lieu-dit, récompensée par la 13e édition du prix du développement durable de la ville de Nyon. En sport, on range les crampons avec l'US Terre Sainte et l'occasion de faire un petit bilan avant la pause hivernale. Enfin, en culture, on monte sur scène avec la troupe Défense d'Afficher qui nous présente Sexe et jalousie à voir les 9 et 10 décembre à Cran et les 16, 17 et 18 décembre à Bursin. Ça promet un peu de chaleur en plateau, ça fait du bien. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je me balade sur le sentier de Bois-Bougie à Nyon. Tu vois, je suis juste au bord des rails et je suis en compagnie de Anas Akri. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le chef de projet de ces travaux qui vont bientôt débuter ici. Il va y avoir une passerelle à mobilité douce qui va rejoindre Cran à Nyon. En deux mots, qu'est-ce qui va être fait ici? Alors, on est au sentier de Bois-Bougie. Ouais. On est aujourd'hui dans le cadre des études de la réalisation, des études de réalisation de la passerelle Bois-Bougie et Nyon-Crangin. D'accord. Et ça va ressembler à quoi en fait cette passerelle? Ça sera surélevé, c'est ça? Alors, on va étudier la réalisation d'une passerelle qui commencerait depuis le pont où est derrière vous jusqu'à Bois-Bougie. Jusqu'au début du chemin. Et donc, c'est une passerelle pour les piétons et les vélos, mais qui est en hauteur. Et du coup, pour construire ça, Andrea, en fait, il faut sonder un petit peu le sol pour savoir où est-ce qu'on peut construire et comment est-ce qu'on peut construire. Et du coup, il y a une machine qui est juste là et puis qui sert à prélever ce qu'on appelle des carottes. Je t'en dis pas plus, mais c'est pas le légume, voilà, pour pouvoir étudier le sol et savoir comment faire ces travaux. Donc, on va voir comment ça fonctionne, cette machine-là. Avec Anas après. Tant de mystères, tu vas forer des carottes, c'est bon. Bon, on se réjouit. Moi, j'ai un petit peu peur de te voir à l'action, je l'avoue. Nos invités du jour, ils sont là, ils sont en coulisses. Aurélie et Goetschweiler, accompagnés d'Hélène Menu, tous deux cofondatrices du Lieu-dit. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Pablo Higueras, vous êtes le coach du R Terre Sainte. Et enfin, Claude Devalt et Pierre Lutti, tous deux viennent nous parler de la pièce Sexe et jalousie. Aurélie, Hélène, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau avec vous. On va parler évidemment du Lieu-dit. Je le disais en introduction, la 13e édition du prix du développement durable de la ville de Nyon récompense à nouveau une démarche en faveur de la durabilité. L'association Le Lieu-dit s'est donc vue remettre un montant de 10 000 francs. Félicitations. Merci. Une belle récompense qui récompense 6 années de travail. On va y revenir avec vous, mais j'aimerais savoir déjà ce prix du développement durable 2022, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Aurélie? Une reconnaissance. Une reconnaissance de la ville et puis aussi de nos actions, de tout ce qu'on a pu faire durant ces 6 années. Et puis aussi de montrer peut-être aux gens qu'on remplit les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Alors, je ne vais pas vous tous les citer, mais si jamais c'est possible. Ouais, mais rappelez-nous déjà peut-être l'association Le Lieu-dit pour les gens qui ont peut-être oublié ou pas. Présentez-vous en quelques mots. Ouais. Alors, l'association elle a été créée en 2016. Le but de l'association, c'est l'intégration des personnes en situation d'exil. On est une association apolitique, laïque. On est donc basé à Nyon, dans la villa. Et puis, nous, c'est tout le caractère social, humain et l'entraide pour nos bénéficiaires. Oui, un caractère social, humain. Et du coup, vous êtes récompensé pour un prix du développement durable. On a du mal à comprendre. Qu'est-ce que vous avez compris? Alors, dans le développement durable, il y a quand même tout un tas d'objectifs. Et puis, j'en ai relevé vraiment 3 là qu'on pourrait discuter. C'est économique, social et environnemental. Donc, économique parce que pour obtenir, par exemple, un emploi, il faut maîtriser la langue. Et nous, on offre des cours de français, ce qui va en fait permettre une autonomie financière par la suite aux bénéficiaires. Social, par exemple, sur le cours mère-enfant, ce qui permet aux femmes isolées de se créer un réseau et de pouvoir un petit peu s'intégrer dans la ville. Et environnemental, alors ça, sur différents points, on a des cours informatiques, on réutilise du matériel, on a un vestiaire, on récolte des habits puis on les offre. Et puis on fait aussi beaucoup de sensibilisation parce que via les cours, via l'art-thérapie, via les cours, ils font sur le tri des déchets, par exemple, sur comment utiliser les transports publics. Et du coup, tout ce côté-là, on peut dire qu'on est dedans. Ouais. Voilà. Alors, 10 000 francs, comment est-ce que vous comptez les utiliser? Alors, 10 000 francs. Donc, 10 000 francs, ça paraît une grande somme. C'est vrai qu'on va utiliser au quotidien, on est bien d'accord. Il faut se rendre compte que
10 000 francs, ça peut faire 200 livres, hein, à peu près, de français pour les cours. Donc, ce n'est pas si grand que ça, c'est des livres qu'on offre. Mais sinon, élargir l'offre aux bénéficiaires, étoffer nos prestations, monter de nouveaux projets, augmenter peut-être la communication, sensibiliser encore plus la population en faisant peut-être des conférences, des événements. Et puis après, nous, on a engagé une secrétaire générale il y a 2 ans à 20%. Et cette année, on va la passer à 50%. Donc, elle, ça lui permettra aussi de monter des projets d'envergure, peut-être. Ouais. Un côté peut-être plus professionnel, une professionnalisation de l'association. Est-ce que ça, c'était un cap qui était important pour vous ? C'est un cap qui n'avait pas été, je pense, du tout imaginé en 2016, quand on a créé l'association et mis sur pied les premiers projets. On pensait que ce serait quelque chose quand même de peut-être naïvement d'assez provisoire parce que les choses s'amélioreraient, l'État reprendrait peut-être un autre rôle. Et puis, en fait, pas du tout. Et au vu de la situation géopolitique actuelle, la professionnalisation de l'association, c'était nécessaire avec le nombre de bénéficiaires et de bénévoles. Il fallait une personne salariée qui organise tout ça. Ouais, alors évidemment, il y a eu plusieurs chamboulements. Il y a eu le Covid aussi qui vous a pas mal mis en difficulté. On le comprend, comme plusieurs associations. Et puis, le cas géopolitique, vous le disiez, cette guerre russo-ukrainienne notamment. Comment est-ce qu'elle a impacté votre association ? Alors, nous, de manière très locale, ça a augmenté nos offres de cours de français. On a su s'adapter à cette situation. Maintenant, peut-être de manière générale, Hélène, tu peux peut-être en dire plus. Hein. Oui, déjà peut-être sur le fait que les personnes ukrainiennes, il y a eu une très forte arrivée juste après les débuts des conflits. Aujourd'hui, il y a plus de personnes arrivant d'autres pays que d'Ukraine. Donc finalement, ce pic d'arrivée, on pourrait dire, il va maintenant être absorbé et régulé par d'autres arrivées. Ouais, mais j'étais étonnée de lire que vous-même, vous attendiez pas à ce pic. Pourquoi ? Je pense qu'on ne s'est pas préparé à avoir autant de monde. Parce que Nyon, on n'a pas de foyer. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a pensé, peut-être un peu naïvement, que les personnes seraient placées dans différentes villes et que seraient mis en place plutôt à côté ou sur place par les VAM ou par d'autres. Des cours. Et en fait, comme les personnes sont arrivées dans les familles, chose qui n'était pas arrivée pour les personnes d'Afghanistan ou d'Érythrée, par exemple, c'est vrai qu'à Nyon, il y a eu un super élan de solidarité. Et c'est les familles qui vous ont contacté, justement, qui ont demandé à ce que vous soyez quelque part un soutien et une aide à créer ce lien. On a eu les familles, on a eu des communes, on a eu aussi les VAM qui nous ont envoyé des personnes. Et puis, je pense qu'on a quand même une bonne aura dans tout le district. Donc, les gens, ils savent qu'on existe. Et puis, il y a quand même le bouche à oreille, ça vient très vite. Ouais, une bonne aura, Nyon, terre d'accueil. Mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite, parce qu'on l'a dit, c'est une guerre avec des gens comme chez nous, avec des mots qui sont peut-être durs à entendre, mais est-ce que ça a fait changer les choses ? Quelle est votre analyse par rapport à ça ? Je pense que oui, évidemment, ça a fait changer les choses. Ce qu'on peut espérer, c'est que de cet élan de solidarité, il restera quelque chose par la suite, en fait. Et puis peut-être que des personnes qui avaient un peu crainte de ces personnes étrangères qui arrivaient en Suisse auront été agréablement surprises de cette expérience et pourront la réitérer. Ouais, aujourd'hui, justement, est-ce que vous avez des retours qui sont plutôt bénéfiques et qui tendent à faire changer les choses ? Vous le ressentez, vous, sur le terrain ? Ça dépend. Moi, pour être tout à fait honnête et transparente, ça dépend. Oui, il y a des retours, il y a des gens qui ont pris conscience qu'il ne faut pas accueillir que les personnes d'Ukraine et puis que toute population a le droit d'être accueillie dignement. Maintenant, on voit quand même que là, avec ce qui se passe en ce moment, les gens ils reviennent quand même un petit peu en arrière en se disant il faut aussi qu'on fasse attention au gaz, à l'électricité. Il va peut-être y avoir une récession. Et puis, peut-être la solidarité envers les autres, elle va un peu s'amoindrir. Puis après, il y a aussi tout ce dont on ne parle pas, là, tous ces foyers, puis même les bunkers qui vont rouvrir. Ouais, ces foyers, justement, c'est vrai qu'il y a un futur centre d'accueil provisoire qui est prévu à la Levrate où les personnes se sont engagées à recevoir 90 personnes. Vous aviez déploré, Aurélie, avoir appris la nouvelle en même temps que tout le monde. Oui, alors on était un petit peu surpris de recevoir cette nouvelle lors du conseil communal ou par les informations. On aurait souhaité que la ville vienne nous en parler, puisqu'on est quand même un acteur majeur.
Maintenant, ça n'a pas été fait. C'est pas pour autant qu'on va pas les accueillir. On est très content qu'il y ait un foyer, c'est important. Et puis surtout qu'on ne rouvre pas le bunker de Nyon, parce que c'est quand même une bataille qui a été menée de longue haleine. Et puis nous, on est prêts. Et puis on sera moins dans l'urgence cette fois, parce qu'on sait à peu près que ça va arriver en mars. Donc on a le temps de se préparer. Et puis, mais est-ce que du coup, à l'inverse, vous avez été proactive et engagé la démarche et peut-être la discussion avec les VAM? Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça a pu se faire dans ce sens-là? Ça a commencé à être... les discussions ont été prises et avec les VAM, le dialogue se passe bien. Maintenant, ils ont ouvert des cours de français et on peut communiquer avec eux et se répartir la tâche des cours de français notamment, qui reste en fait finalement les cours de français la chose la plus lourde administrativement à mettre en place. Ouais. Le lieu dit 6 ans d'activité pour la suite, c'est quoi les gros enjeux et peut-être vos objectifs? Je pense que nous, notre objectif, c'est maintenant que autant le Covid et l'Ukraine... On n'ose plus trop dire ce mot, c'est vrai. Pas derrière, mais un peu stabilisé pour nous. Nous, on aimerait maintenant resensibiliser la population et refaire de l'intégration pure. Et puis voilà, faire des événements, amener nos bénéficiaires dans la ville et puis faire des choses comme ça. Oui, et quitter peut-être cette situation un peu d'urgence dans laquelle on a été ces dernières années et à parer au plus important qu'étaient les cours de français et reprendre des activités plus ludiques aussi. Ouais. Aurélie, Hélène, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Félicitations au lieu-dit, puis on se réjouit aussi de suivre cette belle aventure à vos côtés. À très bientôt. Merci. Alexandre, on retourne à toi. Du coup, pour cette passerelle, ce forage de carottes, on n'a pas tout compris. Oui, et je vais tout expliquer parce que tu vois, voilà, c'est cette machine-là qui fait que le sentier de Bois-Bougie est fermé au public pour le moment jusqu'à début décembre, puisque cette machine, tu vois, elle se balade tout au bord de ce sentier pour justement faire des trous dans le sol. Alors, Anas, expliquez-nous, qu'est-ce qu'elle fait cette machine? Je dis faire des trous dans le sol, mais concrètement, elle fait quoi? Tout à fait. Alors, on a lancé il y a une semaine donc une campagne de sondage géotechnique. En fait, cette campagne de sondage géotechnique, elle a l'utilité de déterminer les caractéristiques du sol. Donc, on va venir forer en fait le sol en profondeur et en continu par le biais de cette machine, qui va venir faire des forages en rotation et puis après relever le terrain par petits morceaux. En fait, pour le prélever sans modification du terrain et de connaître la composition. Alors, ces fameuses carottes, ça ressemble à quoi, vu que ce n'est pas des légumes? Voilà. Alors, par la suite, on va venir les sortir et les mettre dans, on va dire, ces moules. Ça se présente comme ça. Donc, des gros cylindres. Oh, pardon, le téléphone est tombé. Des gros cylindres de terre, de terrain, quoi. Effectivement. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça après? Alors, par la suite, en fait, ces carottes vont être amenées au laboratoire géotechnique chez le géotechnicien géologue qui va faire une panoplie d'essais en laboratoire pour déterminer la composition en fait, des matériaux, que ce soit granulométrie, cohésion, angle de frottement, enfin, toutes les caractéristiques géotechniques qui, par la suite, vont nous servir à définir en fait, les dimensions et le type de fondation qui vont supporter la passerelle qui sera réalisée. Voilà, parce que concrètement, la passerelle, vu qu'elle va être en hauteur, elle va être supportée par des gros pieds, si j'ose dire. Donc en fait, ça vous permet de savoir où mettre les supports en fait, de cette passerelle. C'est de définir en fait les fondations sur lesquelles vont venir se poser la passerelle et par la même occasion de définir en fait les techniques de réalisation, c'est-à-dire de sécuriser les accès pour le chantier, les talus qui seront amenés à être, on va dire, touchés par l'exécution du terrain, et ainsi sécuriser en fait ces talus vis-à-vis du tassement, la sécurité structurelle du talus. Et alors, pourquoi on appelle ça des carottes? C'est votre jargon génie civil, hein, c'est ça? Oui, c'est des carottes, peut-être parce que ça ressemble effectivement à des carottes, vu que vous avez confondu, parce qu'elles sont définies comme... Voilà. Bon, alors du coup, je vais juste retourner la caméra pour parler. Anas, merci déjà pour l'explication et pour m'avoir fait comprendre ce qu'était vraiment une carotte sur un chantier. Mais en gros, donc, il y a
cette passerelle-là qui va être faite donc au chemin de Bois-Bougie. Il y aura aussi une autre passerelle, puisque après cette machine, vous allez la déplacer à Prangin pour une autre passerelle qui sera construite entre Nyon et Prangin. Mais concrètement, ces passerelles à mobilité douce, elles servent à quoi? Parce que moi, je vois, il y a un sentier piéton, en fait. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on a un sentier qui est existant, qui a un gabarit qui est assez restreint, une topographie qui ne permet pas, en fait, à la mobilité douce de coexister. Voilà, exactement. Des pentes assez importantes. Donc, du coup, en fait, ce sentier-là, c'est un sentier pédestre dédié aux loisirs, mais il n'est pas dédié à la mobilité douce. Voilà, alors que là, il y aura effectivement ce passage surélevé pour les vélos, les piétons, les trottinettes et autres. Début des travaux, c'est pour quand? Parce que donc là, on va analyser le sol et puis ensuite, c'est quand que alors là, on est en phase d'étude. On a prévu de déposer un préavis pour la réalisation des passerelles en septembre 2024. D'accord. Sous condition... 2024, donc dans presque 2 ans. Oui, sous condition aussi de lever les oppositions, qu'on ait le crédit aussi de réalisation, pour débuter les travaux en été 2025. D'accord. Avec donc l'espoir de pouvoir relier Nyon et Cran, par exemple, en vélo, pour quand? Si tout se passe bien. Ça serait pour 2026. 2026, voilà. Les vélos et les piétons pourront coexister. Eh bien, merci beaucoup, Anas, pour toutes ces explications. Et puis, bonne continuation, bon forage et puis bonne étude de ces carottes. Alors. Merci à vous. Voilà, Andrea, je suis sûr que comme moi, tu as appris plein de trucs sur les chantiers, puis sur l'étude de nos terrains. Tu vois, je ne savais même pas que ça se faisait. Bah oui, effectivement, avant de construire, il faut aller chercher profond pour savoir comment est-ce qu'on va construire ce genre de passerelle. Ouais, tu es ravie, mais moi je t'avoue que ça ressemble pas du tout à mes carottes à la maison, donc je sais pas quelles carottes tu manges toi, mais c'est un peu inquiétant. Belle journée à toi Alexandre. On ouvre à présent une page de sport avec vous, Pablo Igras. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau avec vous. On va parler évidemment de foot, de l'US Terre Sainte qui se met en pause après une jolie dernière victoire 4-2 face à Meyrin. On imagine que ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. On partait un petit peu dans l'inconnu au départ, mais c'était positif, très positif. Donc le travail se fait. Le travail avec le staff, avec les joueurs, parce qu'il fallait connaître aussi un petit peu les joueurs, que le message y passe. Ouais, c'est vrai que vous venez d'arriver depuis cet été. Comment est-ce que vous avez pris un petit peu vos marques et comment vous avez fait connaissance? Ça s'est passé comment cet apprivoisement? Bon, je connais très bien la région, puisque je viens de la région. Et puis, des joueurs que je connais de Genève jusqu'à Vevey, si on veut dire, par le biais de l'élite. Donc, il y a des joueurs que je connais, puis qu'on doit s'appuyer. L'écoute des anciens de l'année passée aussi, qui étaient là, comme dans le staff technique, on a les Jean-Paul Lamont, Ferdi Lamont des gardiens, qui connaissent aussi très bien la région. Et puis, avec mon premier assistant qui a dû reprendre la deuxième, donc David Rapillard. Ça s'est bien passé et il faut aller de l'avant. Ouais, alors au niveau sportif, vous êtes 7e du classement, en plein milieu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon début de saison ou pas, ou c'est en demi-teinte, comment vous l'analysez? Non, c'est positif. On est, surtout si on regarde le télétexte, on est à gauche. Donc c'est un bon objectif par rapport à gauche. Ouais. Et c'est vrai que c'est comme dans un match, il y a des temps forts, des temps faibles. Donc on a commencé par un temps fort, un petit peu dans l'inconnu, bonne surprise. Il y a eu ce temps faible où on a des matchs nuls. Un petit passage à vide au mois d'octobre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça fait partie du foot. Mieux vaut, pour progresser, mieux vaut avoir ces fluctuations. Mais il faut garder cette dynamique quand même de victoire, voire de ne pas perdre que cette dynamique de défaite. Ouais. Aujourd'hui, quelle est l'âme que vous souhaitez donner à l'US Terre Sainte? On voit, il y a ce travail, peut-être cet échange entre les anciens et les nouveaux, mais qu'est-ce que vous souhaitez apporter? Toujours un petit peu cette régionalisation, puisqu'on a eu quelques matchs où s'il fallait justement s'appuyer avec un ou deux joueurs de la deuxième, de la réserve, qui ont très bien fait le travail, et c'est dans ce sens-là qu'on y va. Ouais, pour le suite de la saison, justement, les objectifs, c'est lesquels? Toujours rester à gauche. Ouais, toujours rester à gauche. Toujours rester à gauche, dans la caravane de gauche. Ouais, on prend le rythme et ça fait plaisir. Impossible de ne pas parler foot avec vous, puisque évidemment vous êtes un passionné. La Coupe du Monde, comment est-ce que vous la suivez et depuis où?
Depuis la maison, puisqu'en plus je suis à l'assurance. Ça tombe bien, malheureusement, je suis à l'assurance pour un mois, donc voilà, et je suis à la télé. Et je préfère être de mon côté que d'entendre les fans, tous les commentaires et tout ça. Je suis beaucoup plus pointu par rapport au match, plus tactique. Intéressant, on va profiter de votre expertise, cette équipe de Suisse, justement, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller et qu'est-ce qu'on en pense? Très bon matière. Ouais. C'est vrai que comme dans toutes les analyses face au Brésil, qui est favorite avec toutes les individualités et tout ça, manquait un petit peu d'ambition, je dirais, offensive pour la Suisse. Donc, mais il y a une bonne chance. Après, la finalité, c'est toujours les équipes puissantes qui arrivent. Ouais. En tant que coach, est-ce qu'on se sert justement de ces grands matchs, de ces grandes rencontres pour en profiter, pour en parler avec les joueurs, pour peut-être analyser certaines choses au niveau du mental ou peut-être certaines passes? Est-ce qu'on peut faire des parallèles? Toujours. Si on prend par ligne, surtout la phase défensive, puisqu'on a eu quelques soucis, on n'est pas la meilleure défense, on a encaissé trop de goals, donc on peut s'appuyer par ces images-là. Ou aussi, nos matchs sont filmés aussi, donc on peut sortir des extraits et tout ça, mais la Coupe du Monde, c'est le haut, donc on peut s'appuyer là-dessus. Ouais, forcément, ça fait rêver. Pablo Higueras, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Et du sport, on passe à la culture avec nos invités suivants. Ma gourde en tombée, ça fait un peu de bruit, mais c'est bien parce qu'on va parler sexe et jalousie. Donc forcément, ça remue, c'est de l'émotion. Claude Deval, Pierre Luthier, bienvenue. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous nous présentez Sexe et jalousie. Vous venez pour représenter Défense d'afficher, la troupe théâtrale de Bursin. Un spectacle à voir les 9 et 10 décembre à Cran, puis les 16, 17 et 18 décembre à Bursin. Bon, sexe et jalousie, d'accord, mais encore, de quoi parle ce spectacle, Pierre? De quoi ça parle? Alors, sexe et jalousie, c'est un peu racoleur, mais il y a beaucoup de jalousie. Un petit peu, oui, on l'avoue. Un petit peu. En gros, c'est une pièce de Marc Camoletti, qui est un habitué du genre. Camoletti, pour la petite histoire, qui est né en Suisse quand même. Et qui, vous essayez de me faire du régional, là, c'est ça? Mais on fait du régional. Il est né en Suisse, mais c'est quand même lui qui a écrit la pièce, probablement la pièce française la plus jouée au monde. Il est dans le Guinness pour ça. Donc, des pièces où il y a toujours des maris trompés ou des femmes trompées, plus souvent des maris. Et ici, le mari trompé se rend compte de la tromperie, tend un piège à l'amant de sa femme. Et puis, de ça va découler toute une ribambelle de situations plus cocasses les unes que les autres. Ouais, Défense d'afficher est connue pour sa touche humoristique. On prend les mêmes et on recommence? C'est un peu ça. on a changé deux, trois comédiennes, comédiens, mais ouais, dans l'idée, ça reste la même chose. C'est la continuité, c'est de se dire que voilà, on a démarré une nouvelle aventure à Bursin avec une nouvelle troupe, et puis l'idée, c'est non pas de se mettre une étiquette sur le dos, mais d'avoir vraiment une philosophie du théâtre qui est la plus humoristique possible, la plus plaisante possible finalement. L'objectif, pour tout à chacun, c'est le même finalement, qu'on soit sur scène ou dans la salle, c'est de prendre du plaisir, de rigoler, de s'amuser et puis de s'échapper un peu, quoi. Ouais, de passer un bon moment, évidemment. Vous faites tout de A à Z. Je sais que Pierre, vous accordez aussi une grande importance au décor. Alors, pour cette pièce-ci, vous êtes metteur en scène, mais est-ce que vous avez encore mis la main à la pâte tous ensemble? Alors, tout le monde a contribué. Ouais. Faut dire quand même que Claude, c'est un peu le couteau suisse de la troupe. Ah, on en a toujours un dans l'équipe. On le trouve à peu près à tous les étages, que ce soit au marketing, à la décoration, etc. etc. Donc, il lead bien ces choses-là. Je suis resté plus sur la mise en scène, en effet, cette année. Ouais. Mais tout le monde met la main à la pâte. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. On est une troupe jeune. Et c'est dans ces situations-là où vraiment, c'est un effort collectif qui permet d'avoir un résultat sympa. Ouais, Claude, le fait d'avoir Pierre à la mise en scène, qu'est-ce qu'il a su apporter? Quelle est sa patte? Mais d'abord, c'est un magicien. Pierre, avant d'être un bon acteur, un bon coach, on s'est rendu compte qu'au travers de sa première expérience de metteur en scène, ça pouvait être aussi un très bon metteur en scène. Et c'est vraiment un magicien, c'est celui qui fait en sorte que finalement on existe sur scène, quoi. Et sans lui, on n'existerait pas. Donc, exister sur scène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir habiter un peu nos personnages, pouvoir jouer ensemble, faire en sorte que la magie entre nous opère pour qu'il y ait une sorte de mayonnaise finalement qui se passe, pour que les gens dans la salle aient l'impression qu'on a toujours fait ça, que c'est pas une pièce, mais c'est un morceau de vie.
et qu'on la vit pleinement, comme si on était complètement impliqué, pour ne pas dire habité par cette pièce. Ouais, c'est très joli à voir, surtout quand vous en parlez, vous avez les yeux qui brillent. Pierre, est-ce que c'est ça ce que vous allez chercher? On va toujours chercher l'humain, j'imagine qu'un metteur en scène, il voit un peu ça comme des marionnettes qu'on travaille, l'humain qu'on travaille. Qu'est-ce que vous allez chercher chez vos amis, on peut le dire? C'est l'incarnation de leur personnage, il faut que les sentiments ressortent. Mais à la fin, si j'ai bien fait mon travail, on aura l'impression que j'ai rien fait. Parce qu'ils vont jouer tellement naturellement que, voilà, il n'y avait pas besoin de mettre en scène, ils sont bien. Ouais. D'où le côté magicien de Pierre. Ouais. On ne voit pas les ficelles, c'est ça? On ne voit pas les ficelles. Ouais. Bon, voilà qui donne envie à voir les 9 et 10 décembre à Cran, les 16, 17 et 18 décembre à Bursin. Il reste des places, comment on fait? Comment on achète les billets? Dites-nous tout. Il faut ajouter le 15. Le 15. Le 15 décembre, qui est la date dîner-spectacle. Ouais. Et les il reste des places. Il reste des places. Ah, mais pas beaucoup, dépêchez-vous. Et il faut aller sur le site, c'est le plus simple. Nous avons un site web. défenseaffichée.ch où on peut réserver. Le dîner spectacle, c'est une première cette année et je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment très sympathique. Le fait de pouvoir manger en même temps qu'on regarde la pièce et qu'on se divertit, il y a un côté un petit peu cabaret, qui est sympathique. Et puis, comme on parle de dates de promo et de s'inscrire sur les réseaux et sur Internet, et du coup, on la trouve. J'ai le plaisir de vous offrir j'ai le droit à un petit cadeau. En avant-première, le t-shirt de la pièce, puisque je dis en avant-première. Carrément, les belles couleurs. Alors là, on va personne ne l'a encore vu chez les comédiens. Alors, je ne sais pas si on acceptera que je fasse l'émission avec ça, mais voilà qui est dit, c'est affiché, ça donne envie. Peut-être des idées à certains à la maison. Voilà. En tout cas, venez voir. C'est vraiment un chouette moment à passer. Il y a plus de jalousie que de sexe, je vous rassure. Mais c'est très sympa. On va prendre beaucoup de plaisir et je pense que les gens dans la salle aussi. Voilà, qui est dit. L'invitation est faite. Claude, Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.